Alors Chantal, nous sommes fiers de vous accueillir. Madame le professeur, vous êtes une philosophe très connue, professeure à l'université de Marne-la-Vallée, et vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et nous avons l'honneur de vous écouter parce que vous allez nous parler des racines anthropologiques de la démocratie. Nous vous écoutons avec attention. C'est à vous. Chers amis, Ludovine m'a demandé de parler de la démocratie parce que c'est un sujet dont je me suis occupée beaucoup ces temps derniers, en faisant des colloques, en publiant un ouvrage collectif, puis bientôt un second, parce que nos démocraties ont des problèmes. On finit par se demander, ou on commence à se demander, si elles ne sont pas un peu obsolètes, s'il ne faut pas les remplacer par autre chose. Enfin, il y a quand même cette interrogation qui traîne sur nos lèvres et dans nos esprits et dans la presse. Et donc, un point, si vous voulez bien, pour savoir ce qu'on peut en penser, mon opinion, hein, que je vous soumets. Voilà. Et on a commencé par parler des fondements, parce que si on ne parle pas des fondements de la démocratie, ça sert pratiquement pas à grand-chose de se demander si elle peut être encore utile, entre guillemets, tant est qu'un régime peut être utile, oui, à continuer à traverser les siècles, parce qu'en fait c'est ça notre problème. Est-ce que nos sociétés peuvent continuer à traverser les siècles et comment? Alors, d'abord je parlerai des fondements, et puis ensuite très rapidement de l'histoire, parce que ça me paraît très important quand on est dans une assemblée de chrétiens, parce qu'il y a un lien entre la démocratie et le christianisme, je crois, et puis en troisième dernière partie, rapidement, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui avec la démocratie. Alors d'abord les fondements, sur quoi ça repose? Sur quoi repose la démocratie? En tout cas la démocratie moderne, parce que la démocratie ancienne c'est un tout petit peu différent. Pas entièrement, mais un peu. Sur plusieurs principes, je dirais sur 3 principes. Le premier étant que la politique est une chose humaine. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que dit Aristote déjà. Comme vous savez, c'est les Grecs qui ont inventé la démocratie. La démocratie n'est pas une chose divine. Ce n'est pas les dieux qui font la politique. La politique n'est pas une chose divine. Par exemple, les musulmans pensent que c'est Dieu qui gouverne. Il n'y a pas de souveraineté politique dans les pays musulmans, puisque c'est Dieu qui est le seul souverain. Eh bien, le fait de penser que la politique est une chose humaine et pas une chose divine, c'est très important. La laïcité, ce que nous appelons la laïcité en France, sécularisation en fait, a été développée chez les Grecs, bien avant nous, et même de toute façon aussi avant Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la politique est une chose humaine? Ça veut dire qu'elle est incertaine, qu'elle est aléatoire, que la définition du bien commun elle-même est aléatoire. On ne sait pas très bien où est le bien commun, il faut en débattre, il faut en discuter. Il est constamment incertain. Ça, c'est très important de le dire, parce que si on pense que c'est Dieu qui doit faire la politique, qui doit nous suggérer ce que nous devons faire, alors la démocratie devient quelque chose d'impossible. C'est un premier principe. Le deuxième principe est celui-ci. Une philosophie de la personne. Si nous n'avons pas de philosophie de la personne, nous ne pouvons pas avoir de démocratie. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Chinois aujourd'hui ne se gouvernent pas en démocratie et ne veulent pas se gouverner en démocratie, parce qu'ils n'ont pas de philosophie de la personne. Qu'est-ce que c'est que la philosophie de la personne? C'est la conscience personnelle. C'est-à-dire que je suis capable, en situation tragique surtout, de prendre des décisions personnelles qui comptent pour moi plus que n'importe quel autre. C'est la liberté, et la personne, c'est la liberté. Ce qui ne veut pas dire que la liberté est totale, comme j'en parlerai en dernier point. Mais la personne, la conscience, la liberté, ça nous permet de dire, et c'est le deuxième principe le plus important pour fonder la démocratie, tout adulte est adulte. Vous allez me dire, je suis en train de faire une tautologie. Non. Tout adulte est mature. Tout adulte est capable de prendre des décisions en ce qui concerne son destin personnel et le destin de ses proches. Alors, je décline d'une manière plus précise.
tout adulte est capable de dire dans quelle école il veut mettre son enfant. Ça nous paraît déjà plus simple à comprendre. Tout adulte est capable de choisir son gouvernant. Tout adulte est capable de savoir s'il veut se gouverner en socialisme ou en libéralisme, pour prendre un exemple récent. Et la maturité des sociétaires, parce que je ne parle pas encore des citoyens, on devient citoyen que quand il y a une démocratie, la maturité des gens est très importante pour créer une démocratie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de démocratie chez les Chinois? Parce que les Chinois pensent, et d'ailleurs, lisez les textes de Xi Jinping en ce moment, il le dit encore noir sur blanc, c'est comme ça dans toute l'histoire de la Chine, pensent que les Chinois ne sont pas adultes, ne sont pas matures. Même les adultes ne sont pas matures. Ils sont des enfants. Il faut les traiter comme des enfants. Et par conséquent, il faut prendre les décisions à leur place. C'est le gouvernant, Xi Jinping et ceux qui l'entourent, qui savent où est le bien des Chinois. Les Chinois ne sont pas capables de dire leur bien. Donc, penser que les gens sont matures, sont des adultes, c'est le deuxième point qui va permettre à une démocratie d'exister. Enfin, troisième point, troisième principe très important, on croit, c'est une croyance, à l'amélioration possible du monde, que notre monde peut s'améliorer grâce à nous. C'est pas Dieu qui... Dieu forcément nous accompagne, mais c'est pas lui qui fait les choses sans nous. C'est nous qui pouvons améliorer le monde en recherchant le bien commun et en recherchant de plus en plus le bien commun. Autrement dit, dans une situation chrétienne, nous avons un temps qu'on appelle fléché, un temps qui va quelque part, un temps qui n'est pas circulaire comme celui de toutes les autres civilisations avant nous et de toutes les autres civilisations en même temps que nous et ailleurs que nous, c'est-à-dire l'indienne ou la chinoise. Notre temps n'est pas circulaire, il ne revient pas toujours au même point, il est fléché, c'est-à-dire que nous allons vers le salut avec un grand S, quand nous sommes croyants, le salut avec un petit s quand nous ne sommes pas croyants. Mais en tout cas, le fait que le temps soit fléché rend possible la démocratie. C'est très important. Alors, cela dit, la démocratie, elle a été, comme vous le savez, d'abord grecque, puis ensuite chrétienne. La démocratie grecque est très différente parce que chez les Grecs, il n'y a pas d'idée de la personne, même si ça balbutie un peu à partir d'Échille. On voit déjà un peu cette idée de la personne qui commence au moment où Oedipe, vous vous souvenez de l'histoire d'Oedipe, le pauvre homme, qui se retrouve ayant tout perdu, devenu aveugle sur la route, et il dit « C'est au moment où je ne suis plus rien que je me sens le plus un homme ». À travers des phrases comme ça, on voit qu'il y a déjà une idée de la personne qui tremble chez les Grecs. Bon. Mais la démocratie n'est pas la même parce que justement, nous n'avons pas cette idée-là. Et puis chez les Grecs, nous n'avons pas du tout de temps fléché. Nous avons un temps circulaire où les choses reviennent toujours au même point. Autrement dit, il y a des débuts, mais il n'y a pas tout. Enfin, je ne suis pas là pour faire une comparaison entre la démocratie grecque et la démocratie chrétienne. En tout cas, la démocratie moderne, elle apparaît avec les chrétiens. Donc l'histoire, c'est mon deuxième point. L'histoire de la démocratie occidentale, c'est l'histoire des sociétés chrétiennes. Et le commencement très, très fragile de la démocratie, nous le trouvons dans les monastères de Saint-Benoît, donc 6e siècle, c'est quand même très ancien, 6e siècle après Jésus-Christ, où, comme vous savez, la règle de Saint-Benoît, très ancienne, établit une forme de démocratie dans les monastères. C'est-à-dire que ce sont les moines qui vont élire leur gouvernant, qui va prendre des noms différents selon les époques. Et il faut bien voir là que c'est un début de démocratie parce que c'est la base qui va élire le gouvernement, d'une certaine manière. Mais il ne faut pas penser qu'un monastère et une société, c'est la même chose. Pas du tout. Une société n'est pas un monastère, parce que sinon on tomberait dans des formes d'utopie ou même de totalitarisme, on pourrait. Dans un monastère, je donne juste cette précision quand même, c'est important, dans un monastère, le bien commun, la forme du bien commun est donnée d'avance. Je veux dire par là que les moines peuvent se réunir pour choisir leur prière, mais ils ne peuvent pas se réunir pour dire « dorénavant, nous ne serons plus chrétiens, nous serons bouddhistes », par exemple. Non. La forme du bien commun est déterminée d'avance. Tandis que dans une société civile, les citoyens peuvent se réunir en disant à partir de maintenant, on ne sera plus des libéraux, on sera des communistes.
Le communisme peut prendre le pouvoir, c'est arrivé dans certains pays. Donc on peut changer complètement la direction du bien commun, pour toutes sortes de raisons. Une société civile, ce n'est pas une société close. Le monastère, un syndicat, un parti politique, ce sont des sociétés closes. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. Close, ça veut dire que le bien commun est défini. Et donc, si on n'est pas content de ce monastère, on peut changer de monastère. Si on devient bouddhiste, on peut partir dans un ashram. Si on n'est pas content d'un syndicat, on peut changer de syndicat, etc. Au sein même de la société civile. Ce n'est pas la même chose. Cependant, c'est le début de la démocratie qui commence à se développer dans les monastères de Saint-Benoît. Et puis, ensuite, de véritables petites démocraties vont se développer dans les villes italiennes, fin du XIe, XIIe siècle. C'est très ancien. Donc ces villes italiennes qui étaient des villes libres, l'Italie était constituée de petits ensembles politiques, chacun était libre, et les villes italiennes ont commencé à demander aux bourgeois devenus citoyens, ce n'était pas toute la population encore, loin de là, mais de choisir les édiles locales, les gouvernants. Ça a été le début. Et ensuite, début du XIIIe, 1215, la grande charte de Jean Santerre en Angleterre, qui a été le début d'une forme de démocratie qui était encore très oligarchique. Les travaux qui ont été faits, notamment par le Belge Léo Moulin, qui est spécialisé là-dedans, dans le début de la démocratie en chrétienté, alors que Léo Moulin était agnostique. Tous ces travaux ont bien montré que les villes italiennes s'étaient inspirées des monastères de Saint-Benoît et que la charte de Jean Santerre s'était inspirée des villes italiennes et de la charte de Saint-Benoît. Autrement dit, il y a une continuité entre ces trois points, ces trois lieux, pour que les démocraties commencent à exister. Et puis, évidemment, les démocraties se sont développées après la saison révolutionnaire, c'est-à-dire à partir du début du XIXe. Alors, je voudrais juste maintenant poser quelques problèmes, montrer quelques problèmes qui se posent aujourd'hui avec la démocratie. Alors, la démocratie a eu un certain nombre de problèmes très graves au moment des années 30, dans les années 30, comme vous savez. Les démocraties occidentales, à ce moment-là, se sont révélées à la fois fragiles et corrompues. Se sont développés de très vastes courants anti-parlementaires, dont on pourrait donner une bibliographie très, très longue. Les scandales financiers étaient immenses. Le manque de confiance vis-à-vis des gouvernants était profond. Et à ce moment-là, se sont développés des courants de pensée qui disaient la chose suivante: puisque la démocratie ne fonctionne plus, eh bien, nous allons mettre en place des bonnes dictatures. Puisque la démocratie est mauvaise, on va mettre en place des bonnes dictatures. Alors, on a mis en place, effectivement, des bonnes dictatures qui étaient censées être temporaires, d'abord, parce que toutes les dictatures sont censées être temporaires au début. En général, elles ne le sont pas, mais... Et puis qui se sont révélées, finalement, d'abord pas si bonnes que ça, et finalement très mauvaises. Bon. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Je ne parle même pas du nazisme, je parle de toutes ces dictatures qu'on a appelées des fascismes corporatismes, parce que d'un côté c'était des fascismes, mais par ailleurs c'était aussi des corporatismes. Dans certains cas c'était davantage des fascismes, et dans d'autres cas davantage des corporatismes. En tout cas c'était toujours des dictatures. Et finalement elles se sont révélées pas si efficaces que ça, et très mauvaises pour la liberté. Ça c'est une évidence. On s'est rendu compte, au fond, qu'il n'existait pas de bonnes dictatures, qu'il existait des dictatures, et qu'on s'est rendu compte, au fond, où on a pensé qu'il valait peut-être toujours mieux une mauvaise démocratie qu'une soi-disant bonne dictature. Ce qui pose un problème aujourd'hui, ce qui nous pose un problème, parce que finalement nous nous retrouvons avec entre les mains la démocratie, qui fonctionne toujours pas bien, et seulement, on ne peut plus la changer. On a, pour ainsi dire, le dos au mur. Parce que nous n'avons plus que ça. Nous ne pouvons plus la remplacer. Personne ne va dire on va la remplacer par une dictature, parce qu'on lui dira immédiatement, et d'ailleurs la presse le dit constamment, on va revenir aux années 30. Or, personne n'a envie, ou pas grand monde, n'a envie de revenir aux années 30.
tout se passe en fait comme si nous n'avions plus d'alternative, vous voyez, comme s'il n'y avait plus une seule possibilité. Et ça, c'est très embêtant parce que ça signifie que la démocratie se défait sous nos yeux, peu à peu, se détricote. Et nous n'avons plus rien d'autre. Alors nous tournons les yeux de tous côtés en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. C'est un peu ça, finalement, qui se passe. C'est dans cet esprit, dans ce paysage, si vous voulez, ce paysage mental, qu'apparaissent celles qu'on appelle les démocraties illibérales. Alors, que moi, j'aime pas appeler les populismes, parce que le populisme, c'est une injure, et on peut être sûr que c'est une injure, puisque personne ne revendique ce mot. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui dise « moi, je suis un gouvernant populiste ». Personne ne le dit. Donc, à partir du moment où un terme n'est revendiqué par personne, c'est bien qu'il s'agit d'une injure. C'est pourquoi je n'aime pas l'employer. Je préfère employer démocratie illibérale, parce que le mot illibéral est revendiqué par un certain nombre de gouvernants. Alors, pourquoi est-ce que ces démocraties se développent? Elles se développent parce que l'un des problèmes de la démocratie d'aujourd'hui, la démocratie occidentale d'aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir poser des limites à la liberté. Bien sûr, nous avons, les démocraties ont des problèmes de corruption. Il suffit d'ouvrir les pages des journaux pour le voir. Bien sûr, elles ont des problèmes de gouvernance. Nous avons des gouvernants qui sont plus ou moins malins, qui ne nous conviennent pas. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais quand même, l'un des problèmes majeurs, c'est le problème de la liberté qui se développe dans une espèce de bacchanal. Moi, je pense que c'est ça le mot qu'il faut utiliser, qui fait n'importe quoi. Comme si, finalement, tout était possible. Et je pense que c'est le problème principal de la démocratie. La preuve, d'ailleurs, c'est que c'est ça qui déploie les démocraties illibérales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette liberté qui se développe en bacchanal, si vous voulez? Prenez la définition de la liberté, définition française que nous avons depuis la Révolution et qu'on fait apprendre aux enfants depuis la maternelle. Vos enfants doivent le connaître par cœur. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est la définition française et révolutionnaire de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça veut dire que ma liberté est, pour ainsi dire, quelque chose d'inertiel, une force inertielle qui continue tant que quelqu'un n'est pas là pour l'arrêter. Elle continue, et finalement, elle ne s'arrête que là où l'autre la stoppe. Autrement dit, nous sommes ici dans un monde hobbésien, c'est-à-dire un monde de Hobbes, où j'enfonce mon couteau dans le beurre jusqu'au moment où on va arrêter mon couteau. C'est-à-dire je vais au fond jusqu'à la guerre, parce que finalement ça signifie ça. Ça signifie la lutte de toutes les libertés contre toutes les autres. Alors qu'en réalité, c'est le fond du discours des démocraties illibérales. En réalité, ma liberté ne s'arrête pas du tout là où commence celle de l'autre. Cette proposition révolutionnaire est un truc de fou. Ma liberté s'arrête là où je m'auto-limite. Parce que je suis un humain et que les humains sont des créatures auto-limitées ou auto-limitantes. Ou si vous préférez, on peut le dire autrement, ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. Voilà. C'est tout à fait autre chose que de dire qu'elle commence là où commence la liberté de l'autre. Vous voyez. Et ça, c'est vraiment le fond de la thèse des démocraties illibérales. Évidemment, ils ont trouvé un certain nombre de gouvernants qui ont l'air assez stupides. Peut-être ne sont-ils pas si stupides que ça, d'ailleurs. Mais enfin, là, il y a tout un problème d'éducation et ça serait pour une autre fois. En tout cas, il y a derrière une philosophie. Il y a derrière des gens qui pensent. Et le fond de tout cela, c'est la définition de la liberté que je suis en train de vous décrire en 3 minutes, mais je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je parle. Toutes ces démocraties illibérales sont en train de nous dire que la liberté a des limites. C'est pas plus compliqué que ça. Elle a des limites au nom de nos responsabilités individuelles, nos responsabilités communes ou communautaires, familiales, sociales, etc. C'est-à-dire que
Il n'y a pas une liberté totale jusqu'à ce que la technique s'arrête comme il était dit tout à l'heure, de fabriquer un enfant, parce que nous avons la responsabilité de donner à l'enfant un père. Voilà. On pourrait évidemment décliner ça, ça a été fait très bien tout à l'heure. Il y a des limites à la liberté de circulation, parce que on n'ouvre pas ses frontières complètement, en se disant que la politique doit faire de la morale et c'est tout. Non, la politique n'est pas là pour faire de la morale, elle est là d'abord pour protéger la culture qu'elle a en charge, la société qu'elle a en charge, et puis évidemment, elle ne doit pas faire ça de façon immorale. Donc effectivement, on doit se poser la question du droit d'asile, bien sûr, mais disons que l'immigration, je vais juste vous montrer cet exemple de l'immigration pour terminer. La question c'est ce que disent les gouvernements illibéraux, la question de l'immigration est une tragédie. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la politique qui doit protéger la société et de l'autre côté la morale qui doit tenir compte du droit d'asile de ces pauvres errants qui sont là, qui ne trouvent pas de pays où s'installer, bien sûr. Et ces deux principes se battent en duel, ou si vous préférez, ce sont deux valeurs affamées et toutes les deux légitimes. Les deux valeurs sont légitimes, les deux principes sont légitimes. On appelle ça une tragédie. Nous nous trouvons souvent dans des cas, enfin souvent, il ne faut pas que ça arrive trop souvent, mais dans la vie personnelle, on se trouve devant des cas de tragédie. Est-ce que je dois faire ceci ou cela ? Les deux devoirs sont également légitimes et également urgents, vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Il se passe que ma conscience personnelle va prendre la décision, puis sans doute la décision sera toujours mauvaise, mais bon, ça sera une décision, il faut la prendre et je l'assume. C'est pareil pour un pays. Le pays se trouve devant une masse de réfugiés qui arrivent, qui frappent à la porte. Il faut qu'il prenne une décision dans une situation tragique. La société va prendre la décision en situation tragique. Qu'ont fait les démocraties libérales d'aujourd'hui devant ces situations tragiques ? Eh bien, c'est simple. Elles ont transformé le tragique en drame. Qu'est-ce que c'est qu'un drame ? Un drame, c'est une situation difficile dans laquelle on sait très bien où est le bien, mais c'est très difficile d'y aller. Vous voyez, il faut absolument, par exemple, que je réussisse telle chose, ou que j'ai le courage de faire ceci ou cela. Il le faut, mais j'ai pas assez de courage, ou bien j'ai pas assez de talent, je me force. C'est ça un drame. Mais on sait très bien où est le bien. Donc on a fait comme si le bien était uniquement de recevoir tous ceux qui frappent à la porte. Autrement dit, la postmodernité, parce que je ne parle même plus de modernité, n'étant pas capable d'assumer les tragédies, parce que les tragédies nous renvoient à notre finitude, forcément, transforme toutes les tragédies en drames, ce qui est une aberration. Nous nous trouvons devant une tragédie avec la question de l'immigration. C'est un exemple pour vous montrer ce que signifient les démocraties illibérales et de quelle manière elles essayent de combattre, il faut utiliser ce mot-là, contre des démocraties occidentales qui pêchent beaucoup moins par corruption, comme dans les années 30, que par liberté illimitée. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques exemples. Je pense que mon temps est fini, donc je m'arrête pour laisser la place aux autres et je vous remercie de m'avoir écouté.